nous réunir et ce forum représente une excellente chance de le faire et ce pour réellement investir en Afrique. Il s'agit de traiter la problématique de l'intégration africaine qui est voulue par les gouvernants africains, par le secteur privé, par les populations africaines dans ce monde du digital, de l'innovation technologique où l'Afrique peut faire un saut technologique important. Au-delà d'un plaidoyer pour la consolidation des échanges économiques, le FIAT se veut également être une plateforme de rencontres. Plus de 4000 rendez-vous B2B sont prévus entre près de 1500 opérateurs venus des 4 coins du continent. Cet espace a permis maintenant depuis 10 ans de créer des opportunités. C'est un espace aujourd'hui qui regroupe plus de 2000 personnes, plus de 40 nationalités et qui donne l'occasion d'échanger et également de construire de nouvelles opportunités de business pour l'ensemble des acteurs économiques du continent africain. Pour l'Afrique, la croissance passera donc par une coopération sud-sud impactante et un ferme engagement des communautés économiques et politiques à privilégier la dynamique intercontinentale. Un forum à l'initiative du groupe Tijari Wafa Bank, dont le directeur général adjoint en charge de la banque de financement et d'investissement est l'invité de ce journal, Monsieur Rouessi. Bonsoir. Alors quel rôle les banques, en particulier les investisseurs en général, peuvent jouer pour accélérer cette émergence économique africaine et booster la coopération sud-sud? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Effectivement, le secteur bancaire et financier est en mesure d'accompagner l'émergence du continent et son développement socio-économique. Tout d'abord, à travers une intervention au niveau local, dans chacun des pays de présence, à travers l'accompagnement des tissus socio-économiques, de TPE et de PME qui font l'essentiel des tissus économiques africains, à travers l'accompagnement dans le financement et dans la bancarisation de chacun des pays, être un levier local de développement. Mais aussi, en tant que groupe bancaire panafricain, nous agissons en faveur de l'intégration africaine en faisant jouer pleinement les effets de réseau à travers nos différents pays de présence et en accompagnant les opérateurs économiques dans la découverte de nouveaux territoires d'investissement, de nouvelles opportunités d'exportation et en favorisant également les lignes d'expertise de manière à pouvoir les accompagner dans des projets structurants. Dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie ou du transport, nous déployons nos capacités d'expertise également auprès des investisseurs internationaux de manière à faire émerger des investissements structurants qui seront en mesure de répondre aux défis de l'Afrique dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement durable également. Ce sont des contributions absolument significatives. Alors le Forum international Afrique Développement en est à sa 6e édition. C'est devenu un rendez-vous incontournable au niveau économique. Quelles sont les pistes de réflexion qui ont été avancées par les différents participants pour renforcer l'intégration économique du continent? Tout à fait. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire effectivement que ce forum s'est aujourd'hui imposé en tant que plateforme de dialogue, de réflexion et de business entre les opérateurs économiques du continent. Comme vous l'avez souligné, c'est un forum qui en est aujourd'hui à sa 6e édition. Nous avons eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Casablanca 2000 opérateurs économiques venus de 34 pays et venus chercher des opportunités d'affaires et de découvrir de nouveaux territoires. Et c'est un forum qui a aujourd'hui mis l'accent sur l'intégration Est-Ouest en particulier, de manière à ce que nous explorions de nouveaux territoires d'investissement mutuel entre les parties Est et Ouest du continent africain. Et 3 thématiques majeures ont été abordées lors de ce forum. Tout d'abord, effectivement, la thématique de l'intégration africaine, de son approfondissement dans un axe Est-Ouest, de manière à répondre aux défis du continent en matière d'infrastructure. Et aujourd'hui, les estimations et les besoins du continent en matière d'investissement dans ce domaine excèdent 100 milliards de dollars par an. Dans le domaine de l'industrialisation et de la montée en valeur ajoutée au niveau des différentes filières industrielles, ce sont donc des éléments importants que l'intégration doit être en mesure d'aborder à travers l'approfondissement des marchés. Autre thématique, les jeunes, l'innovation et le digital, puisque aujourd'hui 30 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail en Afrique. C'est un formidable défi. Et donc nous avons souhaité lors de ce forum également aborder les opportunités d'innovation dans le domaine du digital à travers la promotion de l'entrepreneuriat, entrepreneuriat des jeunes, entrepreneuriat des femmes également, en mettant à l'honneur la femme africaine en tant qu'acteur essentiel du développement et de l'émergence. Alors une dernière question sur les temps forts de ce forum qui est aussi un rendez-vous d'affaires avec l'organisation de rencontres B2B. Exact, tout à fait.
Aujourd'hui, le cœur de ce forum est constitué effectivement par les rencontres d'affaires. Nous avons aujourd'hui un marché de l'investissement extrêmement fourni, organisé par filière et par secteur, avec des prises de rendez-vous qui sont prises au fil de l'eau par les opérateurs économiques. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2200 rendez-vous clôturés à la fin de la première journée et nous attendons également un nombre de rendez-vous d'affaires extrêmement important pour demain, avec pour objectif et espoir que ces rencontres puissent aboutir sur des projets concrets, des projets créateurs de valeur, des projets d'investissement, d'exportation, qui puissent contribuer à la création de richesses dans notre continent, et nous serons heureux et fiers d'accompagner ce mouvement d'intégration du continent en tant que groupe bancaire et financier. Monsieur Srouessi, merci d'avoir accepté notre invitation. Et la jeunesse africaine et le leadership féminin seront au cœur des débats du forum Crans-Montana, dont les travaux démarreront officiellement samedi à J-2 de l'événement. Les préparatifs vont bon train. Cet après-midi, le président du forum a organisé une conférence autour des perspectives pour la jeunesse du continent. La moitié de la population africaine a moins de 18 ans et d'ici 2030, les jeunes seront 750 millions sur le continent. Reportage Amin Ahmed Khalq et Soumia Touhaïm. Salle comble pour cette rencontre avec le président du forum Crans-Montana. Pierre-Emmanuel Quirin s'est prêté au jeu des questions-réponses avec les journalistes marocains et étrangers venus en grand nombre couvrir la 5e édition de cet événement devenu incontournable à Dakhla. Un événement qui entend lancer des débats autour de la thématique de la jeunesse dans un continent où l'âge médian est de 19 ans. Mais l'idée, c'était que dans chacun de ces débats, dans chacune de ces sessions, nous puissions faire la place belle à une jeunesse talentueuse. Nous avons un certain nombre de créateurs, de start-up, de jeunes gens engagés dans la société civile, de jeunes fonctionnaires aussi qui ont aujourd'hui des parcours absolument remarquables. Et pour évoquer l'avenir de cette jeunesse africaine, les premiers invités de marque arrivent déjà à l'aéroport de Dakhla, à l'image de la première dame de la Guinée-Conakry, accueillie par plusieurs personnalités dont l'Ouali de la région. Et à 48 heures de l'ouverture officielle de l'événement, les préparatifs vont bon train pour garantir le succès de Crans-Montana, un forum qui rendra également hommage à l'implication de la société civile et de chantiers comme l'INDH dans le développement socio-économique de Dakhla Ouad Dahab. Comme chaque année, l'INDH sera représenté. L'idée est de partager avec les convives du forum tous les efforts entrepris dans la région en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous avons pris les mesures nécessaires pour aménager les espaces du palais des congrès, parmi lesquels le village dédié à la société civile sur une superficie de 5000 m². En attendant le lancement officiel de ce forum d'envergure, plusieurs événements parallèles seront organisés à partir de demain, des ateliers qui porteront sur le rôle de la jeunesse dans la paix et la sécurité en Afrique, ou encore le numérique en tant qu'accélérateur de l'entrepreneuriat féminin. On reste en Afrique avec cette nouvelle acquisition. Maroc Télécom a annoncé aujourd'hui avoir signé avec le groupe Millicom un accord en vue d'acquérir la totalité du capital de sa filiale Tigo Tchad, premier opérateur mobile au Tchad. Un mot à présent sur la deuxième table ronde sur le Sahara marocain qui aura lieu dans quelques jours en Suisse. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Horst Kohler, a invité toutes les parties, le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie, à une seconde table ronde à Genève les 21 et 22 mars. Cette deuxième table ronde se tient suite à une première réunion qui s'est tenue à Genève les 5 et 6 décembre dernier. Aucune nouvelle annonce de poids n'a été faite. Pourtant, la première conférence de presse du nouveau Premier ministre algérien a duré plus d'1h30 devant la presse nationale. Nourdine Bedoui a déclaré que le gouvernement serait formé d'ici la semaine prochaine. Il a également expliqué que l'exécutif serait composé de technocrates et qu'il sera représentatif de la société avec des jeunes et des femmes. Les développements avec Salim Ablem. Leurs prestations étaient très attendues, mais la tonalité de la conférence de presse qui a suivi beaucoup moins. Les questions ont fusé pour Ritmen, L'Amamara et Nourdine Bedoui. À la question posée sur quelle base juridique Abdelaziz Bouteflika entend prolonger son 4e mandat, le nouveau Premier ministre a tenté de répondre en assurant que la période de transition sera de courte durée. Nous avons commencé les consultations. C'est un gouvernement technocrate qui sera formé. Il sera composé de compétences, de cadres et de toutes les forces vives de la nation, la jeunesse, les femmes
et les hommes algériens, et ce pour être à la hauteur des ambitions et mener à bien cette période de transition qui ne dépassera pas une année. Face aux demandes insistantes des journalistes, notamment sur la question d'une probable ruse du clan Bouteflika pour rester au pouvoir, Nordin Bdoui s'est montré évasif. Nous sommes prêts et déterminés. Nos portes sont ouvertes pour discuter et échanger. Le moment n'est-il pas venu en tant qu'Algériens de s'ouvrir les uns aux autres, de s'écouter mutuellement, de se dire les vérités, d'être honnêtes les uns envers les autres pour arriver ensemble à trouver des solutions. Ce message est-il à la hauteur des attentes des Algériens? Rien n'est moins sûr. Un 4e grand rassemblement populaire, désormais orienté contre un 4e mandat prolongé, est prévu demain. Après le Canada, les États-Unis ont à leur tour ordonné l'immobilisation au sol des Boeing 737 MAX 8 et MAX 9, comme l'ont fait l'Europe et de nombreux autres pays après l'accident dimanche d'un appareil similaire de la compagnie Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts, dont 2 Marocains. Les États-Unis se rangent donc à l'avis général, une décision à effet immédiat. De son côté, Boeing, dont l'action a encore dévissé en bourse, persiste à nier tout danger. Les députés britanniques votent massivement contre un second référendum. 334 députés se sont prononcés ce jeudi soir contre un amendement demandant un report du Brexit susceptible de permettre la tenue d'un second référendum. 85 ont voté pour, près de 3 ans après le référendum de juin 2016 qui avait décidé du Brexit et à 15 jours de sa date théorique du 29 mars, alors que le Parlement et le pays sont profondément divisés sur les modalités de mise en œuvre de la sortie de l'Union européenne. Retour à l'actualité nationale avec ce démantèlement d'une cellule terroriste à Sidi Ben Nour, Jdida, Mohammedia et Marrakech, un groupe extrémiste composé de 6 éléments qui entretenaient des liens avec des éléments actifs dans la branche de Daesh en Libye. Les détails du communiqué publié par le ministère de l'Intérieur avec Mzahamesh. Il est 6 heures ce matin quand les hommes du BCIJ effectuent leur opération de manière simultanée dans les villes de Sidi Ben Nour, El Jadida, Mohammedia et Marrakech. La cellule démantelée par le Bureau central des investigations judiciaires relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire est composée de 6 éléments âgés entre 27 et 40 ans selon le communiqué du ministère de l'Intérieur. Parmi eux, un ex-détenu dans le cadre de la loi antiterroriste qui entretenait des liens avec des éléments actifs dans la branche de Daesh en Libye. Une surveillance sécuritaire minutieuse a révélé l'adhésion des mises en cause qui ont prêté allégeance à Daesh, à l'agenda destructeur de cette organisation terroriste à travers la planification d'opérations terroristes dans le royaume. Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. L'effondrement d'un mur hier à Casablanca a entraîné la mort de 2 ouvriers. Leurs corps ensevelis sous les décombres ont été sortis par les équipes de la protection civile. Les victimes travaillaient sur le chantier d'un immeuble en construction au niveau du boulevard de la Gironde. C'est un reportage de Essa Maïsou, le récit est de Sarah Jabri. 2 morts et 2 blessés graves, c'est le bilan de l'effondrement du mur extérieur d'une fabrique abandonnée située sur le boulevard de la Gironde à Casablanca. Les victimes sont des ouvriers qui travaillaient sur un chantier en construction avoisinant l'usine. C'est une usine désaffectée aux murs délabrés. Le promoteur en charge du projet devait prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de ses ouvriers et éviter un tel drame. Après plusieurs heures de fouilles, les cadavres des 2 ouvriers ensevelis sous les décombres ont été sortis par les équipes de secours. Ces dernières ont dû dans un premier temps sécuriser le périmètre puisque les parties encore en place du mur pouvaient s'écrouler à tout moment. La bâtisse présentait depuis longtemps un danger permanent. Une partie du mur s'était déjà effondrée auparavant, mais sans faire de victimes, et personne n'est intervenu pour régler la situation. Le chantier de construction a été mis sous scellé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. La décision a été prise aujourd'hui. Les académies régionales d'éducation et de formation décident finalement d'abandonner le système de recrutement par contrat et de revoir toutes les dispositions y afférentes, particulièrement celles relatives à la résiliation du contrat. Les développements dans ce reportage de Mustafa Sadouni, le récit est de Nzaha Maïchi.
Abandon du système de recrutement par contrat, une décision prise lors des sessions extraordinaires tenues par les conseils d'administration de toutes les académies régionales pour adopter les amendements proposés au statut de leur cadre en application des engagements pris par le gouvernement. Le principal amendement adopté à l'unanimité aujourd'hui dans les académies régionales comporte plusieurs acquis et devoirs de cette catégorie d'enseignants qui concernent l'abandon définitif du recrutement par contrat et la possibilité pour ces enseignants d'accéder à tous les concours d'inspection, d'agrégation et d'accès à l'administration pédagogique. Les amendements portent aussi sur l'autorisation des cadres concernés à exercer des activités en dehors des horaires de travail sans qu'elles ne soient rémunérées, la promotion en leur accordant le droit à l'avancement au grade et à l'échelle. Il s'agit aussi de la révision de l'article 25 du statut relatif à la retraite suite à une maladie grave. Les textes adoptés portent aussi sur le droit à la mobilité à l'intérieur de la région d'affectation, de l'intégration d'office sans recours à l'avenant au contrat ou encore de la titularisation directement après l'intégration au corps des cadres des académies. Les textes introduits porte aussi sur la possibilité de candidature au concours des inspecteurs si les conditions sont réunies, à l'instar des autres enseignants de l'éducation nationale. Il vise également à permettre l'accès au poste de responsabilité conformément aux conditions et modalités en vigueur. C'est l'heure à présent de voyager, un voyage culturel avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Bonsoir, Hassan. Alors, vous nous parlez ce soir du festival On Marche, qui en est à sa 14e édition et qui poursuit son petit bonhomme de chemin doucement mais sûrement. Absolument, Hassan, il fait marcher les Marrakechis au pas de danse depuis 14 printemps. Et jusqu'au 16 mars, le public peut assister à des masterclass. Et bon an, mal an, le festival a fini par s'imposer dans le paysage artistique de la ville. Cette année, on rend hommage aux femmes chorégraphes marocaines qui sont de moins en moins nombreuses sur la scène contemporaine. La consécration de l'événement, c'est que l'année prochaine, en 2020, le festival accueille à Marrakech la Biennale de la danse en Afrique. Le programme de cette édition est plutôt consistant. Nous avons suivi mardi soir à l'Institut français de Marrakech la compagnie 12 Tmsrah, avec matin et soir le spectacle de théâtre et de danse mis en scène par Abdelgbar Khemran qui raconte l'histoire de deux âmes errantes qui naviguent entre vérité et mensonge, espoir et désespoir et que je vous laisse découvrir dans ces images de Adnan Sailani, récit Salim Amnabou. Le matin et le soir, un spectacle à mi-chemin entre théâtre et danse contemporaine et qui fait partie de l'exigeante programmation du festival On Marche de cette année. Un événement qui rythme la scène artistique de la ville ocre depuis 14 ans et qui a enfin trouvé sa place au soleil. Il y a le soutien du ministère, le soutien de la région aussi de Marrakech. Il y a vraiment une vraie écoute aujourd'hui sur la ville de Marrakech. À ce festival-là, il y a un vrai public pour cette édition. Le matin et le soir, de la compagnie 12 Tmsrah raconte l'histoire plutôt torturée d'un couple dont les personnages sont aussi différents que le jour et la nuit. La musique joue un rôle primordial dans le rythme de la pièce. Dans ce cadre, la musique sert de véritable support et accompagne la pièce. Compte tenu des circonstances, ils entrent en conflit. L'un recherche la vie, l'autre la mort et ils finissent par vivre une histoire commune et développer une relation amoureuse. Comme tous les ans, On Marche fait battre le pavé au pas de danse sur la place Jamal Fna et propose des masterclass avec la volonté inébranlable de rendre l'expression corporelle accessible à tous. Nous allons à présent, Samia, découvrir la poignante histoire de la première femme noire à avoir brisé les chaînes de l'esclavage dans les colonies britanniques.
Il s'agit, Hassan, de Mary Prince, elle est plutôt Prince puisqu'elle est anglaise, qui a également été la première à publier une autobiographie à ce sujet. Un récit bouleversant où elle met en scène sa vie dans les Antilles britanniques, sa révolte contre les humiliations physiques et psychologiques qu'elle a subies, et jusqu'à son ultime évasion en 1828 vers l'Angleterre. Et son témoignage est en fait peu connu, ce qui rend le spectacle qui est tiré de ce récit d'une grande valeur historique, son impact sur l'opinion publique dans un Royaume-Uni de l'époque où l'abolitionnisme gagnait du terrain et immédiat. Ce spectacle était en tournée dans les instituts français du Maroc. Salah Jabri a assisté à la représentation de Fès. On regarde. Ma mère, domestique dans la même famille, stoïque dans sa robe à fleurs, elle raconte d'une voix ferme sa vie d'esclave des Bermudes à Antigua. Un monologue tiré d'un récit authentique et poignant, celui de Mary Prince, interprété par Soraya Adel, auteure et comédienne martiniquaise. Mon message, c'est un message de liberté, c'est-à-dire que le passé, c'est le passé, mais malheureusement aujourd'hui, il y a plus de 40 millions de personnes qui sont encore en esclavage. Et je pense que c'est une histoire qu'on doit transmettre à nos enfants, qui doivent connaître. Et en connaissant mieux cette histoire, on va peut-être réussir à endiguer ce mal qui continue dans d'autres formes. Seule sur scène, Mary Prince, première femme à briser les chaînes de l'esclavage, se remémore l'enfer de l'exploitation, l'humiliation et la torture que lui faisaient subir ses maîtres tyranniques, avant qu'elle ne s'évade en 1828, en Angleterre, où elle sera enfin affranchie. Elle s'appelait Martha Wilcox, cette conservatrice de luxe. C'est une pièce de théâtre qui tourne autour d'une actrice toute seule sur scène, et qui parle avec une franchise et avec une simplicité extraordinaire. Nous avons eu le plaisir d'assister à cette intéressante pièce de théâtre qui nous a donné une description détaillée sur l'histoire de l'esclavagisme, comment vivaient ces esclaves et comment ils souffraient pendant cette période. Un spectacle bouleversant présenté dans le réseau des instituts français au Maroc à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme et qui n'a laissé personne de marbre. Après cette histoire, il m'a loué pour travailler dans la ville de... On termine, Samia, avec votre agenda. Et on commence avec un festival très vivant, le festival des arts de rue du 18 au 25 mars à Tamslouht. Mohamed Elbaz expose du 19 mars au 13 avril à la galerie L'Atelier 21 à Casablanca. Le Festival international du cinéma d'animation de Meknès, c'est du 22 au 27 mars. Du 22 mars au 1er avril, le Festival international du théâtre et des cultures s'installe à Casablanca. Et enfin, du 23 mars au 2 juin, le musée Yves Saint-Laurent à Marrakech accueille l'exposition de l'artiste Christo Ihsan. Merci Samia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Les académies régionales d'éducation et de formation décident finalement d'abandonner le système de recrutement par contrat et de revoir toutes les dispositions y afférentes, particulièrement celles relatives à la résiliation. Plusieurs amendements relatifs au statut ont été adoptés, des textes qui visent à permettre aux cadres des académies régionales de jouir d'une situation professionnelle similaire à celle des fonctionnaires du ministère. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site dezem.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Demain, à cette même place, Rizlan Taïbi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.